Bienvenue à vous. Bonsoir. Je m'appelle Laurent Tertrais et vous avez reçu une invitation de l'Institut de formation CREFAC, qui est un partenaire de la CFDT Cadre, qui vous propose une formation qui aura lieu au mois de mars sur le thème de la charge de travail. Et on a pensé qu'il était intéressant, en amont de cette formation, de proposer deux débats avec les personnes qui seront vos formateurs hier et aujourd'hui. Le premier a eu lieu hier avec Pierre Papon et Emmanuel Coursier qui sont parmi nous qui sont parmi nous dans le chat. Pierre est ergonome et Emmanuel est médecin. Ce soir, j'accueille Thierry Lebay et Jean-Marie Charpentier. L'idée, c'est au-delà de discuter, comme on a fait hier sur la question de la charge de travail, de la prolonger et de la déplacer, comme nous a dit Pierre Papon hier, autour de l'indispensable analyse de la qualité et d'avoir une discussion de bon niveau sur le travail, sur ce qu'est le travail, sur ce que n'est pas le travail, entre les acteurs, entre l'individu agissant, pour dire un terme d'ergonome. Voilà, donc ceci pour vous accueillir et prolonger ce qui a été discuté hier et vous inciter à vous inscrire. Vous recevrez une nouvelle invitation à cette formation du CREFAC. Je vais laisser la parole à Jean-Marie Charpentier et puis à Thierry Lebay. Merci à chacun d'entre vous d'être ici, d'être connecté. On vous accueille donc chez nous, dans nos salons respectifs et bibliothèques. Moi, je suis sur Paris. Jean-Marie est je crois, en banlieue parisienne, en Île-de-France. Thierry est en Normandie. On voit des jolies poutres et une belle maison. C'est pas tout à fait le sujet et en même temps, on vit tous des situations de travail à distance et qui font partie de la nécessaire discussion. Jean-Marie terminera, je pense, son intervention sur le contexte actuel qui est pesant. Alors, donc Jean-Marie, je te passe la parole. Merci à toi. Tu es consultant. Tu es expert et docteur en sciences de la communication. Il y a deux très bons ouvrages, je trouve, que tu as écrits avec d'autres, que tu pourras nous montrer sur la communication au travail, sur ce qu'est la communication sociale en tant que communication sur les questions professionnelles. Quand on dit communication, c'est à la fois l'écoute et la qualité du message entre l'émetteur et le récepteur. Tu es animateur d'une association qui s'appelle l'AFSI, l'Association française de communicants internes, donc des professionnels qui sont plongés sur cet enjeu de la communication sociale. Tu pourras nous dire ce que c'est. Et à ce titre, nous t'avons invité pour discuter de travail et communication, parole au travail et sur le travail. C'est pour nous une façon comme je l'ai dit tout à l'heure, de déplacer, de traiter de façon collective la question, l'approche de la charge au travail. Et puis après ton intervention, Jean-Marie, Thierry Lebay, que je salue aussi, qui fait partie de l'équipe de formation du CREFAC dont j'ai parlé. Et Thierry, tu es intervenant dans le domaine médico-social. Tu nous expliqueras. On a choisi parce que ce secteur est intéressant, ce secteur médico-social. Tu es formateur, et puis c'est un secteur où on a besoin de partager le type d'activité, peut-être plus qu'ailleurs. En tout cas, je sais que c'est le secteur médical et médico-social et fait partie des pionniers dans l'approche de la mise en discussion de l'activité. On sait que les médecins ou le paramédical discutent, passent de la discussion à la formation et sont en permanence en formation apprenante. Voilà, tu pourras également nous parler de ton engagement syndical, de ton engagement aussi. Tu as un mandat à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, au nom de la CFDT.
Donc tout ça fait qu'on a envie de prolonger avec vous l'approche charge de travail, de la mise en discussion de l'activité. Et Jean-Marie puis Thierry qui nous parlera, Thierry, de ce que sont les espaces de dialogue sur le travail, quelles sont les conditions pour que cela fonctionne. Je passe la parole à Jean-Marie. Bonsoir, bonsoir à tous. Effectivement, je suis aujourd'hui consultant en communication, comme l'a dit Thierry. J'ai exercé longtemps dans la fonction communication et ressources humaines en entreprise, et dans un passé plus lointain, j'ai exercé des responsabilités syndicales, notamment de secrétaire confédéral à la CFDT. Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement, et depuis longtemps déjà, c'est le rapport entre communication et social, communication et travail. Quand on parle communication dans l'entreprise, il s'agit le plus souvent de communication sur l'entreprise. La fonction communication en entreprise, avec ses différentes modalités, ses supports, ses événements, a paradoxalement contribué à maintenir dans l'ombre une réalité plus ancienne, beaucoup plus ancienne, qui est celle de la communication dans le travail, la parole des salariés, des managers dans l'activité. Or, cette réalité de la communication dans le travail non seulement existe, mais constitue un ingrédient indispensable du travail réel et indispensable également de la coopération en entreprise. D'un certain point de vue, on peut même dire que c'est la première communication en entreprise. Mais pour observer cette communication dans le travail, il faut aller au plus près de l'activité, à la différence de la communication d'entreprise qui se situe sur un plan plus global, en surplomb, on pourrait dire. Alors, cette communication de travail intervient sous différentes formes: répartition des activités, ajustement dans le travail, transmission d'informations, coordination, coopération entre pairs. Pardon, c'était la slide précédente. Confrontation d'interprétation, négociation. Cette communication dans le travail a à voir avec des logiques opératoires, avec la gestion des connaissances, la structuration des collectifs, la programmation du travail, la coopération en situation. L'écrit y a sa part, mais l'oral domine largement. Alors, longtemps, la parole dans l'activité a été proscrite, ou en tout cas limité en entreprise aux ordres qu'on transmettait ou aux consignes qu'on donnait. C'était le cas avec le taylorisme et aussi dans l'univers tertiaire. Aujourd'hui, même si l'interdiction de parole ou la limitation de parole existe dans certaines situations, la parole est requise dans de très nombreux cas. On compte sur la réactivité des salariés, on table sur leur créativité et sur leur ajustement communicationnel. Bref, la communication est sollicitée. C'est en tout cas la représentation mise en avant dans beaucoup d'entreprises. La communication dans le travail est donnée comme une matrice essentielle, notamment dans le secteur des services. La réalité, on va le voir, est beaucoup plus complexe. Loin d'aller de soi, la parole au travail et sur le travail rencontre des obstacles. En fait, les pratiques de communication font système avec les questions de pouvoir, avec les questions de culture professionnelle, avec les modalités de décision, avec la façon d'appréhender et de gérer le changement dans les entreprises. On peut en fait considérer que si la communication est aujourd'hui à la fois un processus important d'action et de construction de soi dans le travail, le fait qu'elle fasse défaut ou que les acteurs soient en fait empêchés d'échanger sur leur travail, ça pose problème. Ça pose problème aux individus,
ça pose problème aux collectifs, voire même aux organisations. Alors, avant, je vous propose de revenir sur cette tension entre communication de plus en plus nécessaire dans le travail et une réalité qui témoigne d'empêchements multiples. Pour cela, je ferai référence à une enquête menée ces dernières années à l'initiative de 2 associations dans plusieurs entreprises. Et nous reviendrons sur un certain nombre d'enseignements. Et enfin, je vous proposerai quelques réflexions et puis on abordera aussi des questions d'actualité. Alors, quand on parle de communication dans le travail, il faut quand même le situer dans un contexte d'entreprise en tension. Alors, rapidement, il faut rappeler le poids des environnements sous contrainte de financiarisation, de mondialisation, la transformation des systèmes productifs, le développement des services avec des critères de coût, de qualité, de délai, des entreprises confrontées à un mouvement permanent. On n'est pas dans le changement, c'est-à-dire le passage d'une situation A à une situation B, mais on est dans un continuel mouvement qui se traduit par des réorganisations continuelles. Il y a l'individualisation de la relation salariale qui libère de certains carcans, mais c'est aussi une tendance lourde à porter pour des individus vulnérables au travail. L'individualisation produit aussi de multiples phénomènes de désintermédiation. On voit la difficulté des corps intermédiaires dans les entreprises. C'est le cas pour les syndicats, mais c'est aussi le cas, par exemple, pour les managers de proximité. Enfin, des problèmes de perte de sens, des problèmes de reconnaissance et un rapport à l'autorité qui se transforme. Et tout ça produit un certain nombre de signaux d'alerte du côté de la santé au travail, risques psychosociaux, burn-out, suicide au travail. Alors, ces éléments pèsent, parmi d'autres, dans l'organisation, dans le management et dans la communication dans l'entreprise, la communication au travail. Alors, avec plusieurs membres de l'Association française de communication interne, mais aussi l'Association des professionnels en sociologie de l'entreprise, ainsi que quelques chercheurs, on a décidé, il y a déjà quelques années, de mener une enquête pour mieux comprendre ce qui se passait du point de vue de la communication dans le travail. Et nous nous sommes intéressés à la mise en place de nouveaux espaces de parole dans le travail. Pourquoi ce besoin de créer ou de recréer des espaces de parole en entreprise? Alors, je vous cite les entreprises que l'on a visitées. Il y avait Apicil, Enedis, Michelin, le ministère des Finances, Renault, la SNCF, Socla, qui est une petite entreprise, une PME de la métallurgie, et SPI Bâtiment. Alors, dans ces entreprises, qu'est-ce qu'on a vu? Premier constat, un constat assez général avec une réalité d'éloignement. Un éloignement à plusieurs dimensions et qui concerne plusieurs acteurs. Éloignement des managers pour tout un ensemble de raisons. Les managers, y compris les managers de proximité, se sont éloignés des équipes et du travail réel pour cause de reporting, absorbés par des tâches gestionnaires, une réunionnite aiguë dans certains cas, le développement de projets transverses considérables qui éloignent ces managers de la scène du travail. Moins sur le terrain, des managers happés par les structures, par les processus internes. Deuxième éloignement qui nous a frappé, l'éloignement des RH. Des RH également moins présents et moins en contact avec le terrain.
Alors là, il y a des raisons de procédure, de dématérialisation avec les progiciels SAP. Il y a des plateformes dédiées de plus en plus dans le domaine RH. Il y a une externalisation de la fonction qui peut intervenir. Bref, des RH souvent en nombre plus réduit et moins disponibles vis-à-vis des managers et des équipes. Éloignement des communicants, ça nous intéressait particulièrement à l'Association française de communication interne, des communicants qui accordent une primauté aux logiques de marque, d'image, et souvent au niveau tête de groupe et pas au niveau local. Il y a le poids des intranets, poids des réseaux sociaux internes d'entreprise qui, qu'on le veuille ou non, mettent des écrans entre communicants et salariés. Donc, une moindre présence locale des communicants. Éloignement aussi des syndicats. Je ne développerai pas sur la crise qui existe dans le syndicalisme, avec des phénomènes d'institutionnalisation, de désyndicalisation, mais on a pu voir des délégués syndicaux plus loin du terrain et un dialogue social avec des figures imposées, parfois pas liées au contexte direct du travail des équipes. Alors, ces différents éloignements, managers, RH, communicants, tout ça concourt à un éloignement physique vis-à-vis des équipes et un éloignement vis-à-vis du travail réel. Deuxième constat que l'on a pu faire, un déficit de parole lié entre autres à cet éloignement, pas ou peu d'interlocuteurs, un déficit qui pose problème, alors même qu'on est dans un univers, je le disais tout à l'heure, un univers de service où on ne peut plus travailler sans communiquer, d'où des crises. On doit communiquer et en même temps, on est empêché de communiquer, des crises individuelles, des crises collectives, sous différentes formes. Ça va des RPS jusqu'à des conflits sociaux, on l'a vu dans certaines entreprises. Je vais citer un sociologue qu'à la CFDT on connaît bien, c'est Pascal Huguetto. Les salariés souffrent moins des exigences du travail que de ne pouvoir en parler. Ils ne peuvent en parler parce qu'il manque d'espace, de temps et, avec les éloignements que j'évoquais, d'interlocuteurs pour parler, pour se parler entre acteurs. Et là, on retrouve des héritages, le vieil héritage du taylorisme, de la division fonctionnelle, qui faisait que ça ne circulait pas, la parole ne circulait pas dans les entreprises. Troisième constat que nous avons pu faire, c'est en réponse à ça, la mise en place par les entreprises d'un certain nombre de démarches d'innovation pour réintroduire de la parole dans le travail et sur le travail. Alors, on a vu dans ces différentes entreprises que je citais des démarches aux dénominations multiples. Parlons de nous et de nos métiers à la SNCF. Il s'agissait de gérer des transformations au plus près. Mieux vivre au travail chez Enedis avec une dominante QVT. Des groupes pépites chez Apicil liés à notamment des problèmes de risques psychosociaux. Des dénominations différentes, des formes différentes aussi. Alors, des espaces de discussion dans le travail, ministère des Finances, Renault, des pratiques de débrief dans le travail chez Michelin ou à la Socla, des réunions sécurité chez Spibatignol, des espaces de co-développement pour managers chez Enedis. Et ces pratiques, ces innovations, ces démarches nouvelles concernent des acteurs divers selon les entreprises. Parfois, c'est les managers avec les équipes. Parfois, ce sont les équipes seules, puis ensuite avec les managers. Dans certains cas, pour ce qu'on appelle le co-développement, c'est des managers seuls.
Dans certains cas, il y a la participation des RH, des communicants, mais pas partout. Et quant à l'implication des syndicats, on la retrouve parfois autour de certaines démarches, mais là encore, pas partout. Des finalités diverses qui sont poursuivies, on parle du travail au quotidien chez Michelin, à la SNCF, on parle des projets en cours dans d'autres entreprises, on traite des problèmes de qualité, qualité du travail, chez Renault par exemple, ou de sécurité chez SPI Batignolles. Dans tous les cas, ce qui est intéressant dans ces démarches, c'est qu'on reparle, ou on se met à reparler du travail et du besoin de remettre de la parole dans le travail. Quelques enseignements qu'on a pu tirer de cette enquête. Un, des managers au centre des démarches, doublement concernés par cette question de la parole au travail. À la fois dans leur management d'équipe, retrouver des espaces et des temps pour se parler du travail, mais aussi pour eux-mêmes, entre managers, le besoin des managers de se retrouver entre pairs pour évoquer des difficultés. Deuxièmement, une parole qui doit se développer en proximité du travail réel. On est un peu loin des démarches qui existaient, vous vous en souvenez pour certains peut-être, dans les années 80, des démarches participatives, même dans les années 90, des démarches participatives qui étaient souvent assez éloignées du travail réel. Là, on voit l'intérêt et l'enjeu de se reconnecter au travail réel. Autre point important qui nous est apparu, une parole dans le travail, mais qui parle des problèmes. Or, la notion de problème, et ça c'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être, parler des problèmes, ça ne va pas de soi. On a du mal à évoquer les problèmes dans les entreprises. Alors, il y a à ça des raisons multiples, logique de l'honneur. Parler des problèmes, d'une certaine manière, c'est reconnaître sa faiblesse, c'est reconnaître qu'on a peut-être échoué. Or, dans la réalité du travail aujourd'hui, travailler, c'est se parler, c'est parler des problèmes pour les résoudre, pour une large part. Autre point, un besoin de subsidiarité. L'habitude dans les entreprises en France, c'est de faire remonter les problèmes. Et souvent, d'ailleurs, les problèmes se perdent en route parce que ça remonte pas très bien. Un dirigeant de Renault nous disait, l'enjeu, c'est moins de faire remonter les problèmes que de faire redescendre l'organisation là où se pose le problème. Donc, la question de la subsidiarité est une question importante. Autre élément, la question de la durée de ces pratiques. D'une entreprise à l'autre, ces pratiques sont plus ou moins durables. Dans certains cas, c'est même du one-shot. Dans d'autres, on voit ces pratiques nouvelles de discussion sur le travail perdurer et s'installer dans la culture des équipes. Et c'est le rapport plus ou moins grand au travail qui fait que ça devient plus ou moins durable. La place des communicants et des RH, comme je l'ai dit, parfois au sein des dispositifs, parfois à côté et pas nécessairement impliqués. De ce travail d'enquête, trois grandes leçons, je dirais. Le besoin de proximité, retrouver de la proximité pour faire face aux éloignements des acteurs que l'on évoquait tout à l'heure. Un besoin de subsidiarité, pouvoir traiter les problèmes là où ils se posent avec les acteurs concernés. Et enfin, un besoin de communication, pouvoir interagir et communiquer avec ses pairs et avec les managers dans et sur le travail. Rapidement, je dirais une réflexion, je suis allé un peu trop loin, une réflexion sur que l'on peut développer à propos de la communication dans le travail aujourd'hui.
c'est que la place qui est faite à la pensée, à la parole des acteurs à différents niveaux est essentielle. On peut en distinguer deux prérequis, à mon sens. Si l'éloignement que j'ai évoqué tout à l'heure est bel et bien un facteur d'empêchement, la communication suppose malgré tout une certaine distance entre les interlocuteurs. Distance pour ne pas étouffer du fait, par exemple, d'une surpression managériale. Distance pour permettre l'autonomie, pour permettre le développement individuel, voire une certaine individualisation. Entre distance et proximité, la communication suppose de trouver la bonne distance pour interagir. Deuxième réflexion, la communication passe par le collectif comme lieu de soutien et de réassurance et d'explication. C'est essentiel dans des contextes de mouvement permanent et de déstabilisation des cadres antérieurs que de pouvoir s'adosser à des collectifs, faire et refaire du collectif pour parler ensemble, se parler du travail, importe aussi bien en termes d'efficacité opérationnelle que de santé au travail. Laurent, je ne sais pas si j'aborde l'actualité en quelques minutes de la pandémie pour finir. Oui, vas-y, je t'en prie, et puis Thierry prolongera. Dernier point que je veux soulever avec vous, en quoi la crise sanitaire que nous connaissons avec ses effets en entreprise fait-elle bouger les lignes ou pas? Nous vivons tous en ce moment une situation, des situations singulières. Le travail à distance, pour ne pas parler du télétravail pour un nombre significatif de salariés, des coupures entre salariés, notamment avec ceux contraints à une présence sur site, des réorganisations du travail engagées ou à venir du fait des crises, des incertitudes sur l'emploi. Incontestablement, on sent que des lignes sont en train de bouger, singulièrement sur le plan qui nous occupe de la communication dans le travail. L'expérience de la communication à distance, rôle du numérique, rôle des outils qu'on utilise là ce soir, changement aussi des rites collectifs dans les équipes, des façons de manager différentes avec la question du faire confiance ou du contrôle à distance, de nouveaux rapports aux espaces de travail, la question des open space, du flex office, des espaces de coworking va se poser partout s'il ne se pose pas déjà fortement. Alors, difficile de dire aujourd'hui comment les choses vont évoluer et de prendre toute la mesure d'un tel bouleversement. Il y a beaucoup d'ambivalence, me semble-t-il, dans le vécu concret du télétravail, par exemple. Ce qui ressort toutefois, c'est le besoin de dialogue dans un tel contexte. Alors, dialogue social, je m'adresse à des militants, ils seront sensibles à la question. Dialogue social, on voit que l'accord interprofessionnel sur le travail ouvre des espaces pour des négociations dans les entreprises sur les nouvelles organisations du travail. Dialogue social, mais aussi dialogue professionnel pour envisager le travail au quotidien dans un nouveau rapport entre distance et proximité. Donc, on a un double besoin à la fois de dialogue social et de dialogue professionnel. Voilà. Merci, j'entends bien et je suis stupéfait. On n'arrête pas de discuter sur la notion de communication qui ne va pas de soi dans les organisations de travail. C'est comme le management, cela s'apprend. Il faut des acteurs et des méthodes. Thierry, comment est-ce que tu pourrais compléter? Tu dis souvent, tu as des étudiants et tu insistes sur la nécessité de discuter, de mettre en discussion l'activité. Et tu nous disais que en préparant ce live que parfois ça ne va pas de soi et ils sont étonnés quand tu leur expliques ça.
Donc, effectivement, dans la présentation que tu faisais tout à l'heure, effectivement, je travaillais dans le médico-social, mais j'ai gardé encore un pied dans la formation puisque j'encadre encore des étudiants, et notamment dans leurs travaux de préparation pour les CAFERUIS, qui sont le diplôme des cadres de proximité du travail social, et notamment dans les mémoires. Donc, c'est toujours intéressant parce que ce sont des gens qui sont souvent en activité, mais qui n'ont pas le diplôme et donc qui sont sur une réflexion sur leur travail lui-même. Donc, effectivement, je trouve que je vais profiter de cette occasion pour un peu vous faire partager des espaces de discussion qui fonctionnent dans le médico-social déjà depuis quelques années. C'est l'analyse des pratiques professionnelles, et les salariés c'est quelque chose qui s'est développé déjà depuis plusieurs années et qui fonctionne relativement bien. Les salariés sont très demandeurs. Et donc, je voudrais vous donner un petit peu les apports de ce modèle d'espace de discussion, et puis aussi ses limites. Hein. Donc, pour un peu donner une approche un petit peu, donc il s'agit bien d'une parole collective. C'est dans la dimension un peu réflexive sur le travail. Donc, on pourrait dire que c'est une co-construction de sens pouvant produire du changement. Voilà pour la définition. Hein, on va dire aussi que quelque part, il y a une forme d'intelligence partagée qui va intégrer à la fois les représentations, l'imaginaire, mais aussi, il y a bien sûr les fantasmes. Enfin voilà, c'est bien une rencontre entre l'éthique professionnelle et l'éthique de la vie. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est une confrontation. Bon, l'objectif de ces espaces de discussion, c'est de repérer et mettre en œuvre les bonnes pratiques professionnelles pour un travail de qualité. Voilà, ça pourrait être la définition. Bien souvent, on n'a pas des gens formés pour animer ces espaces de discussion. Alors, souvent, c'est confié aux psychologues cliniciens, de préférence d'un autre service pour un peu croiser, pour croiser. C'est en général eux qui assurent l'animation. Donc, le psychologue clinicien, il a son éthique, ses conventions, bien sûr. Hein. Les cadres de proximité ne sont pas présents, mais malgré tout, ils bénéficient forcément d'un retour lorsqu'il y a des situations qui s'imposent. Voilà. Donc, ça, c'est pour la présentation. La question, quand même, qui est soulevée souvent, enfin, qu'on retrouve assez régulièrement, c'est le lien entre, justement, ce dialogue, cette parole sur le travail réel, sur les réalités du travail, et puis le lien avec l'organisationnel. Hein, la recherche d'amélioration, parce que bien sûr, l'environnement n'est pas neutre et il a son importance, et l'organisation, il est important qu'elle puisse aussi connaître des améliorations quand on est confronté à des problématiques particulières. Alors, ça peut donner aussi l'illusion d'une autonomie personnelle, mais bon, pour dire les choses, bien souvent, ça cache aussi la dimension de l'exécutant. Là aussi, pour être dans le parler vrai. Hein. Mais néanmoins, ces espaces d'analyse des pratiques vont amener une prise de distance, et surtout dans un cadre donné. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est défini et avec ses règles. Donc, notamment la confidentialité, le respect de la parole, enfin, et tout ça. Et ce cadre-là, bien sûr, il faut qu'il soit réinterrogé régulièrement. Ça me semble un élément très important. C'est aussi la garantie. C'est un espace qui va permettre une compréhension des situations pour aider, pour donner le temps de cette compréhension, et puis, mais qui va aussi créer un espace de confiance. Et ça aussi, c'est un élément très important. C'est un espace de confiance indispensable pour que les personnes puissent prendre le risque de cette parole et le risque de cette confrontation. C'est aussi une certaine manière de se mettre en avant, et il y a un risque forcément. D'une manière générale, ces espaces de discussion vont être le lieu
le travail réel, comme disait tout à l'heure Jean-Marie, mais on va voir émerger le travail réel et l'activité réelle. Donc c'est un lieu surtout qui va permettre de mesurer aussi l'écart entre le prescrit et le réel. Et bien souvent c'est aussi l'occasion de voir qu'il peut y avoir un certain écart entre cet écrit et un écart notamment qui n'a pas été repéré dans les évaluations, qui ont pu et bien souvent cet écart, il va être synonyme de souffrance au travail. C'est aussi un espace où on va pouvoir repérer, ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire les difficultés que les personnes peuvent rencontrer dans leur travail et pouvoir aussi les aider après, bien sûr. Alors, pour les managers de proximité, clairement, ça reste quand même un travail difficile. Et comme tu disais tout à l'heure, avec les étudiants, je suis toujours étonné parce qu'ils sont capables de parler ils vont être très proches dans leur travail au quotidien, ils sont proches des salariés, il n'y a pas de problème, mais organiser cette parole, ça reste quand même une grande difficulté. Je dirais globalement dans les travaux, moi la façon dont je les vois travailler, organiser leur travail, c'est bon, bien sûr lorsque les directions leur demandent de mettre en œuvre des changements organisationnels importants. Donc souvent d'ailleurs c'est leur sujet de mémoire, ils vont prendre un sujet, je le vois dans les sujets de mémoire, ils vont penser et dire qu'ils pratiquent un management participatif, mais aussi bien souvent ils vont être très en peine d'expliquer en quoi il est participatif, justement du fait de cette parole qui est difficile. Alors, ce sont de bons techniciens, ils vont élaborer des diagrammes de Gantt, des SWOT, enfin, et tout ça à partir des fiches d'action qui vont être élaborées dans le cadre des projets d'établissement. Ils vont mettre en place des groupes de travail, mais ces groupes de travail pour atteindre des objectifs visés, c'est-à-dire les objectifs, ce sont les objectifs visés, bien sûr. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté pour eux d'organiser cette parole. Je dirais des fois, même souvent, ce qu'on entend de la part des salariés, et ça c'est le point faible, c'est on nous écoute, mais on nous entend pas. Donc, parce qu'effectivement, il suffit pas de donner la parole, encore faut-il qu'il y ait un suivi. Mais et là, cette parole, c'est vrai aussi pour les salariés, mais aussi pour les cadres, bien sûr, avec leur hiérarchie. Et tout à l'heure, on parlait effectivement de la place des élus du personnel. Et moi, je trouve, et là, je défends, je pense qu'on est d'accord pour défendre cette idée qu'il y a une place aussi très importante à prendre, qui est notamment dans la fixation du cadre de travail de ces espaces. Il est important que les élus puissent participer à cette construction du cadre et des règles. Hein. Et surtout, bien sûr, les élus du personnel, ils vont garantir que cette parole va être respectée. Et surtout que à partir de cette parole, il y aura des réponses quand il y a une interrogation qui va être faite vers la direction, qu'il y a bien une réponse qui va être apportée, et notamment dans l'organisation. Car bien sûr, il n'y a rien de plus désespérant lorsque l'on fait émerger des difficultés et que l'on peut essayer d'apporter des réponses, des solutions, et qu'elles ne sont pas prises en compte. Hein. Ça là, il n'y a rien de plus désespérant, c'est sûr, lorsqu'il va rien se passer après. Donc, on voit bien le lien étroit là entre à la fois le dialogue professionnel et puis le dialogue social. On disait tout à l'heure, on voit bien que c'est vraiment très important. Donc, entre la dimension relationnelle et puis aussi la dimension opérationnelle. Donc, il va se jouer de la cohésion. Il va se jouer et à différents niveaux. Hein. C'est ça qui est intéressant. Ça se passe vraiment. Il y a à la fois de l'émotionnel. Il y a plein de choses qui vont se jouer. Donc il va se jouer de la cohésion. Il va se jouer aussi de la satisfaction, bien sûr, du travail. Il va se jouer de la productivité, puisque ça fait aussi partie des réalités, de l'estime de soi, mais en même temps, il va y avoir de l'estime de soi. On va retrouver aussi à certains moments de la déviance au travail, mais qui peuvent aller très loin, puisqu'on va aussi pouvoir percevoir aussi des risques de suicide, pourquoi pas, mais en même temps, on va aussi percevoir de la coopération. Je veux dire, à la fois du sens du travail par rapport à la communauté de travail. Tout ça, tous ces enjeux-là, on va les retrouver dans ces espaces de discussion.
Et là, on voit combien la satisfaction et la cohésion vont être déterminants dans la performance. Alors, donc, merci. Je dirais, on devait définir un schéma idéal de la mise en place des espaces de discussion. Hein. C'est que, bien sûr, pour que ça puisse fonctionner, et là, d'une manière générale, hein, sur les espaces de discussion en général, il est important de repérer les situations problèmes et qui vont toucher ces situations qui vont toucher le plus grand nombre de personnes et donc qui vont faire consensus. Donc, pour pouvoir apporter des réponses et aussi améliorer l'organisation et ensuite définir des espaces d'expérimentation. Donc, au-delà de la parole de ces espaces de discussion, il y a tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval aussi après, qui va améliorer l'organisation, pouvoir définir aussi des espaces donc pour pouvoir expérimenter des nouvelles situations de travail. Et là, pour revenir à un séminaire qu'on a fait il n'y a pas très très longtemps, enfin un webinaire, on avait parlé de questionnaires parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant en amont de ces espaces de discussion de pouvoir faire un diagnostic et repérer un peu les situations problèmes qui vont pouvoir être mis en parole, en discussion dans ces espaces. Donc, il va falloir interroger dans tout ce qui va devoir être interrogé dans ces espaces de discussion. C'est le contenu du travail, c'est l'organisation, c'est le ressenti au travail et c'est aussi les attentes. Voilà, pour donner une idée un petit peu de tout ce que peut contenir ces espaces de discussion et comment ils peuvent apporter Merci Thierry. J'ai compris deux choses avec vous. La première avec Jean-Marie, c'était qu'il y avait des contraintes, des freins organisationnels, managériaux, que l'organisation, que le travail n'est pas discuté en soi. On est dans un flux d'informations permanent. Il y a un sociologue connu qui dit on n'a jamais eu autant d'espace et de moyens de communication, mais on n'y a jamais aussi peu dialogué. Aussi peu, on est afflué d'informations, mais ce n'est pas de la communication. Et puis Thierry, tu insistes plus sur les freins individuels parce que c'est dialoguer, ça se décide. Il y a de la méthode et de la formation. J'ai compris aussi en vous écoutant en quoi la discussion sur l'activité, ce qu'elle exige et ce qu'elle apporte. Hein. Vous avez parlé de coopération, de confiance, de se mettre d'accord sur la qualité de ce qu'il y a à faire, se mettre d'accord sur ce qui est demandé, que chacun a un avis sur le prescrit, chacun a un avis sur la réalité de la prescription, de l'écart entre les deux. Cet avis lui-même, il est légitime, hein, la parole, l'expression de ce qu'on a à faire ou de ce que l'on fait, elle est tout à fait légitime et l'interprétation de chacun, elle est aussi à entendre. Hier, on parlait de l'approche de l'ANACT sur la charge. Il y a le prescrit, le réel et le ressenti, et ce sont trois angles dont qu'il faut aborder quand on parle du travail. Est-ce que, alors d'abord, ce qui est étonnant, c'est que c'est un sujet dont on parle, je cite l'ANACT, qui a quasiment 50 ans bientôt l'année prochaine, mais c'est parce que je pense aux espaces de discussion. Vous avez cité les espaces liés à la NIQVT en 2013. Jean-Marie a parlé des espaces, des lois aux roues dont on va fêter bientôt les 20 ans. C'est la parole au travail, la mise en discussion, le droit d'expression. C'est un sujet qui est vieux qui est vieux comme le travail. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en soit toujours à demander, à devoir avancer sur cette question-là? Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de leviers alors que chacun demande à pouvoir mieux discuter en équipe, mieux de coopération, avoir des entretiens professionnels de qualité avec son manager qui eux-mêmes se plaignent régulièrement d'être peu soutenus ou peu écoutés par la direction. Qu'est-ce qui fait que on bloque régulièrement et qu'on ait cette assistance-là chronique? Oui, moi je dirais il y a plusieurs choses. Il y a tout à l'heure je commençais à l'évoquer, l'héritage. Hein. On est quand même pas dans n'importe quel pays. La France a été longtemps la fille aînée du taylorisme.
Dans le secteur industriel, il y a eu un poids du taylorisme, il y a eu un poids également de la division fonctionnelle qui séparait au sein de l'entreprise. Et puis, il y a des logiques de métier qui n'étaient pas toujours fondées sur le dialogue entre les différentes entités de l'entreprise. Alors, ça, c'est l'histoire, mais l'histoire, ça pèse et ça pèse dans la culture, dans les cultures professionnelles. Et moi, je pense qu'il y a un deuxième élément qui explique, qui est encore problème sur ces sujets-là, c'est qu'il y a une modernisation qui a été menée souvent à marche forcée, une modernisation assez technocratique dans pas mal d'entreprises, et on a eu un néoproductivisme qui bute aujourd'hui sur ces questions-là. Les entreprises que j'ai citées, Michelin est allé très très loin dans des démarches de lean management assez hard, et à un moment donné, l'entreprise, et de même chez Renault, et à un certain moment, les entreprises elles-mêmes, des grandes entreprises industrielles, voient les limites de ces approches et font d'une certaine manière machine arrière, ou essaient en tout cas de remettre du lien, de remettre de la parole, de remettre du dialogue. On a à la fois l'histoire et une modernisation menée, je dirais, de manière très technocratique dans beaucoup d'entreprises, et ces deux éléments pèsent, je crois. Alors oui, et c'est tout l'intérêt de former les espaces le niveau de proximité. Tu parlais de subsidiarité. Oui. Et Thierry insiste, Thierry forme des cadres de proximité. Ça fait partie de leur rôle managérial. Hein. Oui, mais je pense que leur difficulté à organiser ces espaces-là, c'est lié bien souvent à des directions qui, eux, ne sont pas convaincues. C'est-à-dire que les directions elles-mêmes, elles sont tellement dans des logiques gestionnaires qu'elles n'imaginent, elles renvoient vers les cadres de proximité, l'organisation des changements, mais je dirais c'est pas leur problème. Elles voient pas l'intérêt de ce genre de démarche, parce que c'est des vraies démarches. Hein. C'est une démarche complète qui intègre effectivement la parole sur le travail, de mettre en place. Et moi, je pense que vraiment, là, il faut que la culture de l'entreprise, la culture des établissements, ce qui concerne médico-social, elle évolue. Bon, ça avance. Hein. Je pense que l'analyse des pratiques professionnelles, à nous, a fait prendre conscience de l'importance de la parole. Malgré tout, ça reste quand même, il faudrait aller au-delà, encore un peu, aller plus loin. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a des changements, il faut pouvoir organiser cette parole. Je crois que les choses sont en train de bouger. On évoquait, en fait, au cours de ces 5-6 dernières années, des initiatives nouvelles dans les entreprises, et des grosses entreprises, aussi bien dans le secteur industriel ou dans le champ des entreprises publiques. Mais peut-être que la crise que l'on vit actuellement va hâter la mise en place de démarches de ce type, parce qu'il va falloir se reparler du travail. Actuellement, on est bousculé avec le télétravail, le management à distance. Il y a plein d'éléments qui sont questionnés, et il va falloir reparler en proximité de la façon de s'organiser au travail. Alors moi, il y a un autre point qu'on a. Il y a les directions, il y a l'histoire, les cultures. Il y a peut-être aussi, alors ça questionne l'acteur syndical. Le syndicalisme n'a pas toujours été, je dirais, moteur de ces démarches-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors la CFDT depuis longtemps une certaine conscience de ces enjeux, mais c'est pas toujours partagé dans l'univers syndical. Le fait que les salariés échangent entre eux, que les salariés discutent dans le travail avec les managers, ça rentrait pas, je dirais, dans le périmètre de l'action syndicale. Et je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger.
Alors, la CFDT est plutôt pilote, mais même du côté de la CGT, il y a des signes d'intérêt pour ces nouvelles démarches dans le travail. Je citerai Renault, par exemple, où la CGT a été associée à des démarches de ce type. Oui, je pense qu'il y a aussi un élément important qui va jouer là actuellement, c'est que beaucoup de salariés se sont trouvés du fait du télétravail, tout ça, éloignés du travail. Enfin, on va connaître là des problèmes par rapport à l'isolement dans le travail. Et donc, si assez rapidement, justement, on n'utilise pas, on met pas en place des outils pour redonner cette parole, va y avoir des gros problèmes. Hein. Il faut, mais pourquoi pas avec ces outils, les outils dont on bénéficie maintenant. C'est aussi possible d'organiser des espaces de discussion via Internet. On voit bien que c'est possible. Et ça, va falloir aussi s'adapter. Hein. Mais il va être important aujourd'hui, actuellement, d'aller voir comment vont les personnes et comment vont les équipes. Globalement, il va falloir interroger dans les entreprises. Pour les cadres, il va falloir le faire. Hein. Jean-Marie, dans les grandes entreprises, il y a des dispositifs de com interne. Et ça fait partie des fonctions dites support, même si le support c'est péjoratif, alors que le support au travail est essentiel. Et tu travailles auprès de ces professionnels. Comment est-ce qu'ils perçoivent cette notion, cette question du travail? Ce sont d'abord des communicants ou d'abord des experts de l'activité? Et comment est-ce qu'ils intègrent ce rôle-là, alors que c'est une demande sociale importante, la parole au travail? Si tu veux, c'est pour les communicants, il y a deux dimensions, notamment les communicants internes. Il y a la dimension production d'informations, transmettre des informations, produire et transmettre des informations, dans certains cas des éléments de langage. Et puis il y a la question de la relation. Et ce qu'on a vu évoluer ces dernières années, c'est l'équilibre entre ces deux dimensions, production de contenu et développement des relations. Et je constate que de plus en plus de communicants essaient de travailler, développent des démarches pour aider les dimensions. Et en ce sens-là, ils doivent pouvoir se rapprocher des managers. On parle beaucoup dans les entreprises de communication managériale. La communication managériale, si c'est uniquement la diffusion en cascade de ce qui vient d'en haut, c'est pas très intéressant. Par contre, l'articulation entre professionnels de la communication qui ont un certain nombre de compétences, notamment dans la gestion des outils et du numérique, articulation entre praticiens de la communication et managers dans une démarche qui promeut la relation dans l'entreprise. Et je participais il y a encore 2 jours à un séminaire de communicants. C'est de ces questions-là que l'on parle. Et les praticiens ont envie de développer la dimension relation. Bien sûr, il y aura toujours de l'information. Il y a du contenu à transmettre. Puis l'information, c'est important que ça circule dans l'organisation, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les contents, comme disent les communicants, les contenus. Il y a aussi la relation, et ça devient de plus en plus important. Et il y a un triangle, il y a un triangle dans l'entreprise, communicants, managers et RH, parce que les RH sont aussi concernés, et sans doute aussi les syndicats, même si parfois il y a un certain éloignement entre gens de la communication et syndicalistes. Tous ces acteurs sont des acteurs du lien et ont largement intérêt à travailler ensemble, notamment dans le contexte présent où il va falloir, comme le dit Thierry, rediscuter d'un certain nombre de choses ayant trait au travail concret, réel. Qu'est-ce que vous diriez aux managers, aux directions qui disent on n'a pas le temps? On n'a pas le temps, il faut produire, il y a des process et puis ça suffit. Et puis discuter du travail, c'est ça. On passe notre temps à parler du travail. On s'échange 70 à 150 mails par jour. On est tous hyper câblés. On peut vous dire au premier abord, mais on n'arrête pas de parler du travail. Oui, mais ça c'est la dimension quantitative de la communication. Or, on voit bien que dans les situations
difficiles ou dans les situations concrètes du travail, on a besoin d'une dimension beaucoup plus qualitative. On est dans une infobésité, c'est clair, dans les entreprises, et les communicants en sont conscients. Et j'ai à l'esprit un certain nombre de praticiens qui me disaient se réfréner justement dans la production de ces contenus pour pouvoir développer du dialogue, de la relation, de l'échange. Et là, il y a un équilibre à trouver. Mais les directions d'entreprise ne peuvent pas en rester. On n'a pas le temps. Il y a le travail. Parler, c'est chronophage. Non. Je pense qu'il y a effectivement, oui, je suis tout à fait d'accord. Les enjeux aujourd'hui sont vraiment très importants. On peut pas faire de la performance sans considérer les gens dans leur travail. Enfin, je crois que ça semble aujourd'hui une évidence. Donc, il faut vraiment, il y a ce dialogue autour de la qualité du travail et de la qualité de la vie au travail passe par la parole. Mais pour toi, c'est quand même bien difficile de définir, de convaincre les directions pour qui l'organisation du travail est une prérogative patronale, il faut le rappeler, que cette mise en discussion fait partie de la qualité, il y a de la performance qui se joue là, qui est difficile à mesurer. Il n'y a pas seulement du bien-être ou de la coopération de premier niveau entre collègues. S'il ne s'agit pas seulement de papoter au travail. J'ai un souvenir, une très bonne série sur M6 il y a 10 ou 15 ans qui s'appelait Caméra Café. Pendant 2 ou 3 ans, on riait tous à 20h30 autour du travail, et pourtant, ça ne parlait pas de l'activité. Ils arrivaient, ça discutait des conditions d'emploi, ça parlait des conditions de travail, mais ça parlait à la périphérie de l'activité. Et il y avait l'ensemble de ces acteurs, hein, le manager, la RH, l'élu aussi, le syndicaliste, et ils n'arrivaient pas à parler de ce qu'ils avaient à faire ensemble. Et je trouve que c'est bien difficile de se mettre d'accord sur ce que l'on a à faire ensemble, de comment est-ce qu'on analyse ce qu'il y a à faire, de se mettre d'accord sur la qualité, de se disputer, pour reprendre un terme connu, sur la qualité du travail. Ça ne se fait pas de soi dans les organisations. Et puis, de plus en plus dans le travail, il y a quantité de problèmes. On est dans un travail très différent de l'époque taylorienne. Les problèmes sont quotidiens, les problèmes avec les clients, les problèmes avec d'autres services. Il faut pouvoir traiter ces problèmes. Et la communication, justement, a pour objectif la communication dans le travail, de traiter, de résoudre les problèmes. Et de ce point de vue-là, c'est pas de la perte de temps, c'est de la performance au bout du compte. Encore faut-il laisser des marges de manœuvre, laisser de la subsidiarité, permettre de traiter les problèmes là où ils se posent, et pas faire cette remontée systématiquement dans les entreprises, remonter des problèmes, et on sait que les problèmes ne remontent pas bien. Mais les traiter là où on peut les traiter. Thierry ? Tout à fait. Et là, oui, ce qu'on voit bien aujourd'hui, commence à se développer, ça commence à entrer, c'est l'organisation apprenante. Or, la parole sur le travail, c'est une façon aussi d'apprendre en avançant et de résoudre les problèmes. C'est comme le disait Jean-Marie, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre des décisions au plus près du terrain, parce que c'est la seule façon d'améliorer rapidement, efficacement le travail, la qualité du travail. C'est pas qu'un supplément d'âme, c'est aussi un objectif de performance pour les entreprises, je pense, fondamentalement. Il y a un gain important pour les entreprises, c'est évident. Mais si vous réglez le problème au premier niveau, vous n'agissez pas sur l'organisation, il faut pouvoir aussi le remonter et discuter des causes du problème, remonter l'arbre des causes, comme on dit. Sans doute. Oui, mais on sait bien que ce sont les gens sur le terrain. Les gens sur le terrain, quand il y a un problème, ils ont la solution. Le problème, c'est qu'on leur demande pas leur avis, donc on peut pas le savoir. Il faut aller interroger
des gens qui réalisent le travail pour avoir pour aussi améliorer, enfin, trouver les solutions et améliorer la production. Mais je retiens bien ce mot de problème que Jean-Marie a cité tout à l'heure. Il faut pas, la notion de problème est importante. Le problème n'est pas une faiblesse. Il est un nœud à résoudre, un nœud à défaire et à défaire collectivement. Et ça, c'est un peu contre-culturel en France, hein, où on a la logique de l'honneur et problème égale faiblesse ou manquement. Non, le problème, aujourd'hui, le travail, travailler, c'est résoudre des problèmes. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et résoudre un problème, c'est savoir le poser et avoir la méthode pour en discuter. Et une discussion, tu le sais en tant que professionnel de la communication, la mise en discussion, c'est un métier, c'est un savoir-faire et il faut de l'animation. On confond souvent, pardon de me répéter, information, flux d'information et communication. Au fond, la communication, cela va être une discussion entre l'émetteur et le récepteur, un débat, une dispute. Oui, et puis une négociation, peut-être. Et peut-être une négociation pour arriver à un compromis et l'objectif va être non pas celui qui est prescrit, mais celui qui est tel qu'il est compris. Voilà. Et c'est vrai que l'animation de ces espaces de discussion, ça va pas de soi. C'est-à-dire que ça aussi, ça demande une compétence ou en tous les cas une formation. Et je pense que c'est dans les années à venir, il va falloir aussi former des gens à animer ces espaces de discussion. J'en profite pour recommander un livre qui est sorti il y a 1 an qui s'appelle L'entreprise délibérée de Mathieu Deschessart, que Thierry connaît. C'est pas l'entreprise libérée, hein, qui est peut-être d'une certaine manière un mythe, mais l'entreprise délibérée, l'entreprise où on délibère dans le travail. C'est un remarquable livre justement sur les espaces de discussion. Mathieu Deschessart, L'entreprise délibérée. Je vous recommande ce livre. Et puis j'en profite aussi parce que bon, un petit moment de promo. Tout à l'heure, j'évoquais une étude, une enquête faite en entreprise sur la parole au travail. Il y a un petit livre qui en rend compte de l'Association française de communication interne, Parole au travail, parole sur le travail. Voilà. Et puis je fais aussi un peu d'auto-promo, hein, puisque voilà, un livre que tu l'as évoqué. C'est pour ouvrir la discussion. Vas-y. Voilà, communiquer en entreprise, retrouver du sens grâce à la sociologie, la psychosociologie, l'histoire. C'est l'apport des sciences sociales aujourd'hui déterminantes pour développer la communication en entreprise, pas seulement la com, mais la communication entre les acteurs, la communication dans le travail. C'est un livre que j'ai coécrit avec Jacques Viers et qui est paru aux éditions Vuillibert. Voilà. Merci. Et puis Thierry, si tu es écrit également dans la revue Cadre, hein, et ainsi que Thierry sur les questions. On n'a pas, il y a eu des questions sur santé au travail et quelqu'un a cité le récent accord, le récent accord Annie sur la santé au travail. Il y a des affaires aussi de prévention autour de la parole au travail. Hein. Voilà. Je pense que l'avancée ces dernières années, c'est la prévention primaire. Hein. C'est la prévention primaire qui se met en place. Et justement, cette parole sur le travail, une fois de plus, on voit là, ça aussi, c'est un des apports, c'est que effectivement, pour que les gens soient bien dans leur travail, il faut aussi qu'ils puissent dire comment ils vivent leur travail ou comment ils sont dans leur travail. Et donc la prévention passe par là, elle passe par la parole sur le travail. Très bien, je vous remercie à tous les deux, je vous remercie aux participants et vous pourrez n'oubliez pas de vous inscrire et d'aller voir sur ce qui se passe du côté du CREFAD, puisque vous serez disponibles, Jean-Marie et Thierry, pour prolonger ce sujet avec Pierre et Emmanuel les 10 et 11 mars prochains. Et puis il y aura une 3e journée de relecture, de débriefing avec les participants. Moi, je retiens que cette question de parole au travail, elle permet de porter la charge et de ne pas laisser
de ne pas laisser l'individu seul face à ce qu'il y a à prescrire et à construire et à fabriquer. Merci à tous les deux. Merci Laurent. Merci Thierry, merci Jean-Marie, merci à chacun de vous et à bientôt.